Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo revue d'actualité après une très très longue pause. Donc j'espère pouvoir vous délivrer une vidéo telle que celle-ci à minima une fois par semaine. Donc j'ai dû faire une pause par manque de temps pour préparer un événement dont je vais vous parler à la fin de cette vidéo. Donc avant de démarrer, tous mes meilleurs vœux, donc bonne année 2026. Pour cette année qui démarre, je vous souhaite la santé en premier lieu et du succès dans toutes vos initiatives personnelles et professionnelles. Donc avant de se lancer dans l'actualité qui est très très chargée de 2026, je vous propose un récap de un récap de 2025. Tiens, il s'est passé tellement de choses pendant cette année. Donc, alors, je partage un post que j'ai fait justement sur LinkedIn pour récapituler cette année-là. Donc, pour moi, 2025 a été l'année de l'institutionnalisation de Bitcoin. Donc, on a démarré une année par un sommet historique. Donc, sur la fin de 2024, si vous vous souvenez, Bitcoin avait passé pour la première fois les 100 000 dollars. Mais l'année, en tout cas, d'un point de vue du cours, a commencé, on va dire, un peu plus mollement dans l'attente de l'investiture de Donald Trump. Donc, je vous passe l'épisode du même coin, du Trump coin et du Melania coin. Mais en tout cas, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump était porteuse d'espoir pour la communauté Bitcoin notamment, donc avec les annonces de réserves stratégiques et toute la clarification autour de la réglementation américaine, notamment avec tout ce qui s'est passé avec la Security Exchange Commission. Beaucoup d'entreprises crypto avaient des procès, donc la communauté Bitcoin, la communauté crypto, voyait l'arrivée de Donald Trump au pouvoir comme, on va dire, une planche de salut pour mettre fin à cette croisade anti-crypto. Donc, il s'est passé pas mal de choses au-delà de ça. Donc, en août, il y a eu un nouveau record historique. Donc, Bitcoin a passé pour la première fois de son histoire les 126 000 dollars et s'est imposé petit à petit, en tout cas, comme un actif sur lequel on peut compter aussi dans la finance traditionnelle. Donc, il y a pas mal d'entreprises. Donc, pour moi, le retournement de veste assez mémorable qui illustre cela, c'est JP Morgan, avec Jamie Dimon, qui a beaucoup critiqué Bitcoin et qui avait même menacé de virer certains de ses traders s'ils touchaient à Bitcoin. Aujourd'hui, JP Morgan accepte Bitcoin et d'autres crypto-monnaies comme collatéral en fait pour des prêts. Donc cet événement, pour moi, c'est celui qui marque vraiment le fait qu'on est dans un changement. Il y avait BlackRock avant, en 2024, mais en 2025, c'est ce changement de position de JP Morgan qui marque vraiment le fait que Bitcoin entre dans la finance traditionnelle et par la grande porte. En France aussi, les choses ont bougé. Donc, Crédit Agricole, la BRED, Fortuneo, toutes ces banques-là, donc Fortuneo qui est filiale du Crédit Mutuel, toutes ces banques-là ont obtenu soit des agréments PSAN, soit des agréments MICA pour proposer des services sur actifs numériques à leurs clients. Le cas de la BRED, il est assez énigmatique parce que la BRED propose aujourd'hui directement à ses clients via son appli bancaire classique de pouvoir acheter et vendre des crypto-monnaies. Donc, on est dans un changement de paradigme. Donc, comme je disais, on passe du déni bancaire. Donc, ces mêmes banques fermaient des comptes d'entreprises crypto. Aujourd'hui, elles-mêmes, elles proposent de la crypto-monnaie à leurs clients. Côté paiement, mon sujet favori, les géants du paiement aussi ont accéléré en 2025. On avait PayPal, Stripe, Visa, Western Union qui se sont tous jetés sur les stablecoins et notamment PayPal aussi qui a proposé directement à ses marchands d'accepter les paiements en crypto via sa gateway de paiement. Donc les stablecoins, eux, ils sont devenus aussi ils sont passés sur le devant de la scène. Donc, de 2024 à 2025, on a constaté aussi une course au stablecoin. Côté américain, donc pour revenir à Donald Trump, eh bien, il avait signé pas mal de décrets, dont dès son arrivée au pouvoir, et dont deux plus tard, en fait, dans l'année, le Genius Act et le Clarity Act, qui donnaient enfin un cadre clair pour les stablecoins. Donc, le plan en fait sur les stablecoins côté États-Unis, il a toujours été limpide, c'est de pouvoir lever de la dette, donc rendre la dette américaine accessible au monde entier via le levier des stablecoins. Ensuite, il y a des États qui ont fait leur coming out crypto, donc notamment des fonds souverains, donc, dont celui du Luxembourg, la Banque centrale de la République tchèque également. Donc, tous ces faits-là, en fait, concourent à ce narratif, en tout cas, de l'institutionnalisation de Bitcoin en 2025. Plus proche de nous, en France, il y a aussi pour moi deux événements qui ont marqué l'année 2025. Il s'agit de l'affaire Mara Exaion. Donc, pour rappeler en fait ce que c'est cette affaire, c'est que Exaion, la filiale d'EDF, qui s'est refusée jusqu'alors de miner du Bitcoin, qui a été en tout cas validateur dans pas mal de blockchains, a en tout cas un dossier sur la table pour être vendu, pour céder en tout cas une partie de son business à Mara. Mara qui n'est d'autre l'un des plus gros mineurs de Bitcoin aux États-Unis. Donc cette affaire elle a pas mal fait de remous parce que c'est quand même inadmissible qu'une entreprise qui pourrait
miner du Bitcoin ne le fasse pas, elle sera vendue à un Américain qui lui mine du Bitcoin. Donc, ce serait, selon plusieurs analystes, un cheval de Troie pour faire rentrer en fait les Américains, pour leur permettre d'utiliser en fait les excédents d'énergie nucléaire d'EDF qui pourraient servir en fait pour miner, soit d'un point de vue étatique ou pour des entreprises de minage françaises. Il y a aussi des divers projets de loi en fait, donc on a vu aussi un sursaut politique donc sur ce sujet qui est plutôt concentré à droite en fait aujourd'hui, donc notamment avec la proposition de loi d'Éric Ciotti qui était de proposer du minage de Bitcoin comme outil industriel, de la souveraineté énergétique et numérique, et aussi d'avoir des réserves stratégiques de Bitcoin et de permettre aussi des exonérations d'impôts pour les personnes qui veulent utiliser notamment les stablecoins pour payer. Donc en tout cas, il y a pas mal de choses qui sont passées en 2025. Deux éléments en fait que j'ai pas cités dans mon post qui pour moi aussi étaient très intéressants, c'est le fameux hack de Bybit. Si vous vous souvenez, c'est le plus grand hack qui a eu lieu dans l'histoire de la crypto. Donc Bybit a été hacké, il s'est fait voler presque plus d'1 milliard de dollars sur 54 portefeuilles. Et ça a été un des éléments majeurs en fait de cette année. Et ce hack, il est aujourd'hui attribué en fait à Lazarus Group, qui est on va dire l'entreprise de hacking industriel au niveau nord-coréen. Il y a eu aussi un deuxième événement. Donc ici, je vous partage un des posts que j'avais fait sur cet événement lorsqu'il a eu lieu. C'était, on va dire, un gros crack qui a eu lieu le 10 octobre 2025. Donc le marché crypto a perdu en quelques minutes plus de 19 milliards qui ont été liquidés et de 400 milliards en fait de valeurs, on va dire, boursières du marché crypto qui se sont envolées. Donc Bitcoin a fortement chuté ce jour-là, mais certaines autres, et c'est bien rattrapé après, et d'autres cryptos, des petits altcoins qui sont allés à des prix qui allaient presque à zéro, des moins 99%, des moins 95%. Donc ce hack, il a montré une chose, c'est que le marché crypto, toutes les cryptos ne se valent pas. Il y a Bitcoin et il y a le reste des cryptos. Parce que il y a des cryptos qui affichent en fait des grosses valorisations, donc des grosses capitalisations, mais en réalité, on a bien vu en tout cas via ce crash qu'elles sont pas aussi solides que Bitcoin. Donc Bitcoin, lui, il a crashé aussi, mais il s'est vite repris là où certaines cryptos en fait sont descendues automatiquement dans les abysses. Donc c'est un événement aussi qui a marqué 25. Maintenant, on va passer à l'actualité de 2026, donc qui commence vraiment très très fort par en fait un fait géopolitique qui, vous allez le voir en fait dans un instant aussi, en fait nous ramène toujours à Bitcoin. On passe maintenant à l'actualité de 2026 qui commence très très fort avec un fait géopolitique qui est assez majeur. Donc les États-Unis, comme on peut le lire ici, ont mené une attaque à Caracas, donc au Venezuela, et ont extradé le président Nicolas Maduro. Donc, ça s'est passé dans la nuit du 2 au 3 janvier. Donc, les forces armées américaines sont rentrées sur Caracas et ont transporté le président Nicolas Maduro hors du pays. Et cette image ici de lui qu'on peut voir en fait dans un avion a fait le tour du monde pour raison. En fait, ça nous propulse en fait dans un autre temps. Donc, pour moi, ce fait, il marque quand même deux éléments importants. Le premier, c'est le retour, en tout cas l'affichage public de ce qu'on appelle l'ordre mélien. Donc l'ordre mélien, pour rappel, en fait, pour résumer, c'est la loi du plus fort. Donc ça nous rappelle qu'aujourd'hui, les États-Unis ont toujours une force militaires qui sont prêts à déployer pour façonner le monde à l'image en fait qu'ils le souhaitent, et ils sont même capables en fait d'aller enlever des dirigeants de pays pour les emmener directement chez eux pour les juger. Donc aujourd'hui, Nicolas Maduro, il est jugé pour des faits de terrorisme et de trafic de drogue, mais beaucoup d'analystes à juste titre indiquent que le sujet des Américains n'est pas en fait le trafic de drogue, mais plutôt le pétrole, parce que le Venezuela aujourd'hui représente 18% des réserves de pétrole mondiales. C'est un peu plus que les réserves de l'Arabie Saoudite, qui sont de 16%. Donc, le Venezuela, c'est un territoire qui est très intéressant pour les Américains, donc pour pouvoir avoir la main mise sur ces gigantesques réserves de pétrole. Mais c'est que l'autre point, en fait, qui est important à souligner dans cette actualité géopolitique, c'est que on voit, en tout cas, on touche du doigt ce que représente la force du dollar. Donc le dollar, en fait, souvent on dit que les monnaies fiduciaires, elles sont basées uniquement sur la confiance, elles ne sont basées sur rien. C'est pas vrai dans le cas du dollar. Dans le cas du dollar, ce qui fait la force du dollar, c'est la capacité des États-Unis à modeler le monde comme ils veulent en utilisant la force, en utilisant leur armée. Donc c'est l'armée des États-Unis en fait qui back le dollar. Donc ils ont arrêté la convertibilité avec l'or en 1971 et ils l'ont remplacé. En tout cas, ils ont accentué on va dire la force du dollar
avec la puissance de l'armée américaine qui peut aller intervenir dans n'importe quel endroit dans le monde, imposer le dirigeant en fait qu'elles veulent sans avoir aucune sanction internationale. C'est ça la vraie force en fait du dollar et qui en fait parmi les monnaies fiat une monnaie différente qui fournit un avantage très très stratégique aux États-Unis. Donc, quoi qu'il en soit, enfin, je vais pas m'improviser, on va dire, analyste géopolitique, ce n'est pas l'intention, en fait, de mon propos, mais c'est d'expliquer, en fait, ce que montre cette intervention des États-Unis au Venezuela. C'est un, que l'ordre millien, c'est celui qui a toujours existé. Les sanctions internationales ou les lois internationales, en réalité, elles ne s'appliquent pas aux États-Unis. Pour les États-Unis, ce qui compte, c'est l'ordre millien, donc c'est-à-dire la loi du plus fort. Et le deuxième point qui est important, c'est que aujourd'hui, le Venezuela avait commencé à vendre du pétrole ou des matières premières à la Chine, il était hors de question pour les États-Unis de laisser ça en fait se poursuivre. Donc, ils ont fait une démonstration de force pour montrer au reste du monde que l'armée américaine, elle est toujours présente, que le dollar reste toujours la monnaie du monde et que pour maintenir en fait cet état de fait, ils vont pas hésiter à utiliser l'armée américaine qui, pour moi, est ce qui back en fait le dollar. Et cette actualité, eh bien, Bitcoin est vraiment partout parce qu'il y a une information qui circule, en tout cas depuis hier, sur le fait que le Venezuela détiendrait une réserve de plus de 600 000 Bitcoins. Donc, réserve qu'ils auraient acquis en vendant ici et là des choses en Bitcoin, donc notamment du pétrole. Donc, je vais vous lire en fait un post de grand angle Bitcoin sur lequel je suis assez aligné, donc qui indique que il y a cette rumeur en fait qui circule. Donc selon des informations de The Whale Hunting, pour l'instant ces informations elles n'ont ni été confirmées par une source officielle, ni par des journaux tels que Reuters ou le Financial Times. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Pour autant, c'est quelque chose d'assez plausible parce que dans un contexte en fait de sanctions internationales comme c'était le cas du Venezuela depuis des années, eh bien il est plausible en fait qu'un régime tel que celui-ci utilise le Bitcoin pour pouvoir contourner les sanctions internationales. D'ailleurs, il faut rappeler que le régime de Maduro, c'était un régime qui était très répressif. Beaucoup de Vénézuéliens ont fui le pays et aujourd'hui, on constate que son arrestation a généré aussi beaucoup de joie au niveau du peuple vénézuélien parce que justement, en fait, ils en avaient marre de ce régime de répression et ça a amené certains, en fait, aussi au Venezuela à miner du Bitcoin, à avoir du Bitcoin et des crypto-monnaies de façon, entre guillemets, clandestine. Donc, il y a eu une explosion, en fait, de l'utilisation des crypto-monnaies dans ce pays, étant donné le fait qu'ils vivaient dans un régime très restrictif. Donc, ce qui est surprenant, peut-être pas trop, c'est que même à l'échelle de l'État, le pays aurait en tout cas utilisé du Bitcoin pour pouvoir vendre du pétrole ou d'autres matières premières. Donc, je continue à vous lire l'article de grand angle. Donc, c'est plausible et cohérent dans ce contexte géopolitique. Si ça s'avère vrai, que le Venezuela détient bien ces 600 000 bitcoins, le Venezuela deviendrait l'un des plus grands détenteurs en fait de bitcoin au monde, avec un niveau qui est comparable à celui de MicroStrategy ou de BlackRock. Et surtout, ce serait une démonstration que Bitcoin devient un outil stratégique dans un monde fragmenté, sanctionné et multipolaire. Et ça enverrait un signal aux autres pays en fait qui sont, on va dire, pas forcément alignés en fait sur les intérêts des États-Unis ou les intérêts de l'Occident, que Bitcoin peut être une solution qui est neutre, insaisissable et qui peut être utilisée pour continuer à faire du commerce, même si on est sous embargo et sous sanctions internationales. Donc, ils indiquent ici que dans un monde où les chaînes d'approvisionnement se fragmentent, les sanctions deviennent structurelles, la confiance monétaire est de plus en plus politisée. Bitcoin offre quelque chose de rare, et ça, je suis assez d'accord. C'est une infrastructure financière que même ses ennemis peuvent utiliser. Donc, une infrastructure financière neutre que tout le monde peut utiliser, au même titre que l'or. Mais la différence, c'est que Bitcoin, lui, il est numérique, donc il est beaucoup plus facile à utiliser. Là où, en fait, pour déplacer une grande quantité d'or, en fait, c'est quelque chose qui se voit. Donc, si cette rumeur elle est confirmée, eh bien ça va propulser encore le narratif autour de la neutralité et autour du fait que Bitcoin est une solution souveraine qui permet aux États de pouvoir continuer leurs activités même si ils sont sous sanctions et ça va renforcer le récit sur la neutralité de Bitcoin. Pour autant, je pense que c'est à nuancer quand même. Si ça s'avère vrai, eh bien, comme je disais, ça renforce le narratif. Mais d'autre part, si un autre pays peut venir avec des armes chez toi pour saisir tes bitcoins, donc à ce moment-là, en fait, Bitcoin ne protège pas en fait de l'ordre médian. Donc, comme on peut le voir, hein, donc les États-Unis, ils ont capturé le président vénézuélien. Donc rien ne les empêche de saisir en fait ces bitcoins aujourd'hui et donc à ce moment-là en fait le narratif il serait un peu on va dire entaché du fait que rien ne remplace le fait d'avoir des fusils, rien ne vous protège en tout cas le fait rien ne vous protège de quelqu'un qui a des fusils et qui veut saisir vos bitcoins, donc en tout cas à nuancer. Donc, pour terminer cette revue d'actualité, je voulais vous parler de deux événements. Le premier, c'est l'événement BCE,
c'est drôle, qui a organisé par l'organisation BIP21. Donc, c'est Bitcoin Île-de-France et partenaires. Donc, cette association organise un événement très intéressant auquel je vous invite à participer si vous êtes dans le coin, avec des speakers de renom tels que Ludovic Lars, Pierre Noisa, Damien Tellier, Renaud Lichwitz, qui vont présenter tout un tas de sujets autour de Bitcoin. Donc, cet événement, il est ouvert à la fois aux débutants et aux professionnels en fait de Bitcoin. Donc l'objectif c'est vraiment de fournir pas mal de conférences et de workshops pour faciliter la compréhension de Bitcoin. Donc le programme il est très très alléchant. Je vous invite en tout cas à participer massivement à cet événement et je vous mettrai le lien en description. On termine cette revue d'actualité par le sommet Bitcoin francophone que j'organise. Donc c'est l'événement qui m'a pris pas mal de temps et qui va m'en prendre encore dans les prochaines semaines. Donc c'est un événement historique. C'est la première fois dans le monde qu'on va réunir l'ensemble des communautés francophones autour du terme de Bitcoin. Donc, l'événement se tiendra du 20 au 21 février. C'est un événement 100% en ligne dont l'objectif est de bâtir des ponts entre toutes les communautés Bitcoin à travers le monde, entre les communautés Bitcoin francophones à travers le monde. Donc, c'est la francophonie dans son ensemble. Ça concerne des pays francophones africains tels que la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, qui seront représentés, le Congo, mais également des pays francophones dans l'Occident, comme la France, bien évidemment, la Belgique, le Luxembourg, le Canada, la Polynésie, les Caraïbes. Donc, l'idée, c'est pour tous ces pays-là qui parlent français de se réunir autour de Bitcoin pour présenter leur communauté. Donc, chaque pays va présenter sa communauté, les initiatives locales, le développement de Bitcoin et l'adoption de Bitcoin dans son territoire. Et l'objectif, comme je disais, c'est de bâtir des ponts entre ces communautés et de les rendre visibles à tous. Je rappelle, c'est un événement 100% en ligne. Il est gratuit. Vous pouvez vous inscrire en allant sur la page LinkedIn de l'événement que je mettrai également en description. Mais vous pouvez aller sur cette chaîne YouTube et aller dans l'onglet, tiens, on va le faire ici pour vous montrer comment le faire. YouTube. Voilà. Donc, hop, vous allez sur ma chaîne YouTube et eh bien l'événement est déjà épinglé en haut. Vous cliquez sur l'événement ici et vous activez la cloche de notification. Donc, pas besoin de s'inscrire en mettant un email, etc. Ça vous permet ici directement de pouvoir être notifié lorsque l'événement démarre. Ensuite, vous pouvez aussi aller sur la page LinkedIn pour ceux qui ont un compte LinkedIn et il suffit de s'inscrire en fait à l'événement pour être comme ça informé dès que celui-ci démarre. Je vais continuer à communiquer sur cet événement dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Donc, vous allez encore avoir plus d'infos, plus de détails sur les participants, sur les conférences qui seront prévues, sur les partenaires en fait de l'événement. Donc, restez connectés et moi, je vous dis à la semaine prochaine.